den Rechten. Bir müşteri olan Den rechten Teil an der Nordseite. Moving forward. L'évolution de la mobilité en Île-de-France, elle a longtemps été portée par l'ambition de faciliter les déplacements à l'échelle de la région. On a mis en service beaucoup de voies rapides urbaines, on a mis en service de nombreuses lignes de RER à forte capacité et à bonne fréquence. Le but, c'était de constituer, à l'échelle de la région, un bassin d'emploi, de loisirs et de consommation unifié. Ces programmes ont été des réussites du point de vue de leurs objectifs. Ils ont permis d'aller plus loin, sans passer plus de temps dans les transports. Les années 90 ont été celles d'un changement de vision. On a mis en avant une autre priorité, celle de lutter contre l'usage de l'automobile au nom de l'environnement. On a alors pratiquement arrêté d'augmenter les capacités des routes et on a mis en valeur l'alternative transport public. Depuis le début des années 2000, on réduit en plus de diverses manières l'espace dévolu à la circulation et on baisse les vitesses praticables. On développe aussi, par ailleurs, un discours très favorable au vélo. On peut, là encore, parler de réussite par rapport aux objectifs. L'usage des transports publics croît, même s'il croît peut-être un peu moins que ce qu'on attendait, mais il croît significativement. L'usage du vélo, lui, il explose, mais à partir, évidemment, d'un niveau assez bas. Quant à la proportion des voitures et de l'automobile, du rôle de l'automobile dans la mobilité, elle décroît, mais elle continue, il faut le rappeler, à assurer à peu près 60% des distances parcourues par la région. Tout cela, eh bien, il y a aussi un prix à payer, et ça, on ne doit pas, on aurait tort de l'oublier. Les années 2000 sont les premières, historiquement, où la rapidité des déplacements baisse, où le nombre d'emplois accessibles dans un temps donné baisse, la distance moyenne de déplacement baisse, et malgré ça, le temps que nous passons à nous déplacer, lui, il augmente. C'est de ce diagnostic que nous sommes partis, Marie-Hélène Massot et moi, pour bâtir nos simulations d'alternatives à la voiture. Ce que nous cherchons, si vous me permettez cette expression un petit peu familière, c'est avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire moins de voitures, mais pas passer plus de temps dans les transports et dans les déplacements, sans changer de destination. Nous respectons les endroits où vont les gens. La première alternative qu'on a testée, première alternative à la voiture, c'est le transport collectif complété à la marge par le vélo. Dans la simulation, qui ne concerne que Paris et la Petite Couronne, les gens vont toujours aux mêmes endroits, mais ils ont intériorisé la priorité au transport collectif. Ils les prennent donc, sauf si, et c'est ce sauf si que je vais détailler maintenant, sauf si on se déplace de nuit, quand les transports collectifs ne fonctionnent pas, sauf si les points de départ et d'arrivée sont trop éloignés d'un point d'entrée ou de sortie du réseau. Sauf si on transporte des objets lourds et encombrants. Sauf si on accompagne plusieurs enfants ou une personne très très âgée. Sauf si on ne peut pas faire tous les déplacements de la sortie, c'est-à-dire entre le départ du domicile et le retour au domicile, en transport public ou à pied. Il faut que tous les déplacements puissent être faits de cette manière. Sauf si, enfin, le changement de moyen de transport débouche sur des durées excessives dans la journée. On écarte donc les solutions qui augmenteraient de plus du quart le temps de transport des personnes sur la journée ou qui les conduiraient à avoir des temps supérieurs à ceux de leur catégorie. Catégorie, c'est actifs, retraités, étudiants, etc., etc. Alors on applique ces règles. Lorsqu'on les applique, à chaque personne, on les prend un à un, et puis on regarde, on arrive à supprimer
16% des déplacements en voiture et 9% des kilomètres parcourus en voiture lorsque on limite la croissance de la durée quotidienne de déplacement à 25%, un quart. Avec une offre ferrée beaucoup plus développée, avec des bus plus fréquents, on arriverait à réduire la circulation de 13%. Les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à transférer vers les transports publics sont dues pour 13% à une absence d'alternative, c'est la nuit ou des lieux d'entrée trop loin, 33% au motif, par exemple des courses très très lourdes, et à plus de 50% à des durées quotidiennes de transport qui ne seraient pas acceptables. 9 à 13% de circulation en moins, cela peut paraître bien modeste et on pourrait objecter qu'après tout, on ait réussi à faire ça dans les années 2000 sans recourir à ce modèle. Ce n'est pas exact, d'abord parce que la circulation n'a pas diminué d'autant, mais surtout, ce n'est pas exact parce que ce qu'on a fait dans les années 2000 l'a été au prix de changements de destination. On est allé plus près et on a néanmoins augmenté les durées de transport. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Il y a deux raisons principales pour lesquelles les reports de la voiture vers les transports collectifs à origine et destination inchangée, et j'insiste là-dessus, sont difficiles. La première, c'est que les usagers de la voiture, qui ne sont qu'une minorité dans l'agglomération parisienne au sens strict, eh bien, ces usagers, ils parcourent déjà des distances plus longues que la moyenne. Ils passent déjà 2 heures à se déplacer contre 1h20 pour l'individu moyen. Vous comprenez bien qu'à partir de 2 heures, on doit s'attendre à ce que ce soit plus difficile pour eux de changer. Ils ont déjà des temps très, très lourds. La seconde, eh bien, c'est que les transports publics sont pénalisés par des durées porte à porte, et c'est bien ça qui nous importe, porte à porte plus importantes. C'est les temps d'accès aux arrêts, les temps d'attente, ça représente globalement 40% du temps total de déplacement en transport public. Alors, pour cette raison, nous avons exploré une autre alternative, et cette autre alternative, c'est celle de l'usage de petits véhicules urbains personnels. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des petits véhicules urbains personnels ? Ce sont des véhicules à 1 ou 2 places, ils sont personnels. Ils sont peu encombrants, ils sont légers, ils sont silencieux, et parce que électriques, ils sont électriques. Ce sont au fond des cousins de modes que nous connaissons bien, les vélos, les cyclomoteurs, les scooters, mais ils sont électrifiés. Ils sont relativement plus utilisés dans des pays voisins, comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Nous, on les utilise aujourd'hui encore assez peu. C'est une famille, mais entre eux, ils diffèrent. Ils diffèrent par 2 choses pour l'essentiel. Leur vitesse, la vitesse maximale qu'ils peuvent atteindre, et d'autre part, le prix d'achat. Ils ont leurs avantages, ils sont petits, pas encombrants, pas bruyants. Ils ont bien sûr leurs limites. Ces limites, c'est d'abord que on ne transportera pas toute la famille avec, puisque c'est des véhicules de 1 ou 2 personnes. C'est que, pour des raisons de confort, peut-être qu'ils n'arriveront à se remplacer la voiture que pour des distances jusqu'à 20 km pour un vélo électrique. 20 km par jour, c'est beaucoup. 30 km pour des scooters. Donc, ils ont leurs limites, ils ont leurs avantages. Et ce que montrent les simulations, c'est que ces moyens de déplacement ont néanmoins techniquement, j'insiste, un potentiel important. On peut remplacer jusqu'aux 2/3 des déplacements en voiture avec des scooters électriques, par exemple. C'est énorme. Cela dit, ce qui pourra se faire effectivement sera plus limité. Sera plus limité pour des raisons de temps de transport. Un vélo électrique, c'est moins rapide qu'une voiture dès qu'on sort de Paris. Soit pour des raisons de coût monétaire. Un scooter électrique, en plus des véhicules habituels, c'est un coût supplémentaire.
Il faut l'amortir, le stationner, l'assurer. Si l'on suppose, à l'inverse, qu'il remplace une voiture, il coûte moins cher. Il va coûter moins cher, mais il faudra penser au coût occasionnel de location d'une voiture quand l'usage du scooter n'est pas possible, par exemple lorsqu'on se déplace en famille. L'autopartage a réduit ses coûts, mais il reste significatif. Et il faudra mieux, par ailleurs, mieux assurer la protection de ces usagers qui sont a priori beaucoup plus vulnérables qu'un automobiliste. Lorsqu'on prend en compte tous ces coûts, tous ces éléments, on peut réduire de 10 à 20% les circulations automobiles. C'est plutôt mieux qu'avec les transports publics, mais c'est surtout sur des types de déplacements différents, si bien que ces deux stratégies sont plus complémentaires que concurrentes. On pourrait aller plus loin, bien sûr, en renchérissant le coût ou la difficulté de stationner les voitures sur la voirie, mais là on retrouverait évidemment ce problème de perte de temps qu'on a évoqué tout à l'heure. Cela dit, il y aura toujours un noyau dur, inaccessible au changement de mode de transport. Ce sont les personnes qui sont relativement peu nombreuses, mais qui se déplacent en voiture sur des distances longues et sur des trajets où les transports en commun sont peu performants. C'est un petit nombre de gens, mais ils représentent une part notable, importante, des voitures en circulation. Là, seuls des changements dans l'occupation de l'espace permettront d'améliorer la situation. Et bien sûr, cela va sans dire, il restera toujours la question des livraisons et du transport de marchandises qui fera que les routes seront toujours occupées. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que des reports vers les transports publics, même s'ils sont modestes, sont bons à prendre tant qu'ils n'augmentent pas les durées de déplacement. On peut dire que des transferts vers des modes individuels plus vertueux que la voiture sont possibles si on veut bien s'y intéresser en favorisant et en sécurisant l'usage des vélos et scooters électriques. Que ces deux alternatives, enfin, sont beaucoup plus complémentaires que concurrentes. Qu'elles pourraient enfin être complétées par un développement plus important des taxis, minibus, voitures avec chauffeur, comme l'ont montré d'autres chercheurs sur le cas de Lisbonne. Donc, un grand Paris avec nettement moins de voitures individuelles, c'est possible. Mais il faut le construire en partant de la base, en partant des besoins des citadins. Oui, je pense qu'il faut se méfier des discours généralistes anti-voiture qui ne proposent pas d'alternatives crédibles. En ralentissant la mobilité, ils ne font qu'éloigner l'Île-de-France de la perspective métropolitaine du Grand Paris. Le Grand Paris, ce doit être celui de tous les territoires, avec des solutions adaptées aux différents contextes. Et surtout, n'oublions pas que quand on avance des solutions qui ne sont pas réalistes, les citoyens s'éloignent de leurs élus. Et ça, nous n'en avons vraiment pas besoin aujourd'hui. Seite sowie den Außenbereich den rechten.